retrouvons nos chers invités pour la suite et la fin du débat avant d'aller au Togo, le pays de Georges Weah. On va continuer par parler du président Umaru Sissoco Embalo qui sans doute veut marquer son passage à la tête de la présidence tournante de la CEDEAO. Alors Georges Weah avait la parole avant que lui n'intervienne avec énergie. Georges, on vous la redonne. Non, je disais que est-ce que les sorties de ces derniers moments du président de la CEDEAO, du président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Embalo Sissoco, portent à croire que c'est un monsieur qui veut aussi consolider son pouvoir. Parce que il faut le noter, c'est un monsieur qui veut consolider son pouvoir. Il veut en quelque sorte, parce que vous voyez ce qui s'est passé en février 2022, cette tentative de coup d'État, et vous devez savoir que la Guinée-Conakry est frontalier à son pays, et pour consolider un certain nombre de choses, parce que je crois que c'est son premier mandat, hein, et lui qui critiquait Alassane Ouattara ouvertement, lui qui tirait sur le troisième mandat de, comment vous l'appelez, Alpha Condé, même d'ailleurs qui se fait appeler affectueusement par le président Ouattara, mon jeune frère, il a même refusé catégoriquement. Vous voyez que le monsieur, ça plaisait à certaines personnes. Vous voyez que ce monsieur n'est pas un leader qui emploie de la sagesse dans ses sorties. Je parle de ses sorties. Peut-être que c'est un militaire aussi. Il peut être bien en d'autres choses, mais ses sorties, sa manière de parler, sa manière de communiquer, un leader ne communique pas comme ça. Quand vous occupez un certain nombre de postes, et jusqu'à présent, vous devez soigner la manière dont vous communiquez. Je ne peux pas dire que c'est pour mettre la pression sur un État voisin. Parce que les gens sont souverains. La Guinée-Conakry, c'est un pays souverain. C'est une nation souveraine. Mais qui est au sein de l'espace CEDEAO, qui doit respecter ses règles. Non, vous savez, la communauté, c'est la communauté. Vous voyez, il y a la communauté de Maghreb, et je crois le Maroc est sorti dedans. Qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est la communauté. La communauté n'est pas là pour mettre la pression sur quelqu'un. C'est pour trouver des solutions idoines. Ne rien inventer. Hein. C'est que ce que pense Embalo, c'est qu'il pense inventer quelque chose de nouveau sous les cieux pour pouvoir régler les affaires de la communauté. Il veut apporter sa touche, le président. Il peut apporter sa touche, mais rien de nouveau. Tout est là depuis. Donc aujourd'hui, il doit savoir que... Est-ce qu'il est là, ce sont les sanctions? Si un État va à l'encontre des règles, il faut savoir que depuis l'indépendance... Vous, c'est la communication, hein, vous le soulignez. Il doit savoir que depuis l'indépendance de la Guinée jusqu'à présent, si les sanctions doivent faire quelque chose aux Guinéens, Sékou Touré ne devait même pas avoir l'indépendance dans cette année-là. Donc, c'est des gens qui sont habitués aux sanctions. Et ça a été prouvé aussi que les sanctions aujourd'hui ne règlent pas à plus de 80% les contentieux dans les pays comme ça. Ce qui est bon, c'est ce qu'on a fait avec le Mali. Il y avait les sanctions, les gens ont milité, on a enlevé les sanctions. Vous voyez que c'est le Mali avec, comment vous l'appelez, leur transition, ça a été recadré maintenant. Donc, vous voyez... Il n'y a pas question de vouloir sortir pour dire que c'est sous moi que ça a été tant. Mais il est vrai que si sous sa présidence, quelque chose a été fait, on va lui noter ça. Mais sortir premièrement, alors que les présidents ne sont pas encore... le sommet n'est pas lieu, et donner même des conclusions avant même que le sommet n'ait lieu, c'est véritablement quelque chose que je ne sais pas le qualifier, mais qu'un président de cette rame ne devrait pas normalement faire. Alors, Dominique Latmo, comment vous voyez les sorties tous azimuts du président Umaru Sissoco Embalo, qui a d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, convoqué ce sommet extraordinaire de la CEDEAO
à New York, aux États-Unis d'Amérique. Alors, sur le cas guinéen, sur d'autres cas également, comment vous le voyez? Mais moi, je ne suis pas d'avis avec mon frère Georges Eo, et c'est ce qui est intéressant. En fait, je ne vais pas me mettre à faire le CV du président Embalo, parce que il est dans son rôle. Moi, je reste dans le contexte. Il prend le pouvoir, il prend la tête de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO dans un contexte où c'est des coups d'État qui sont perpétrés dans au moins plus de 3 pays, y compris son pays, où lui-même qui a été visé. Il a floré quand même un coup d'État. Mais vous pensez que le président Oumarou Sissoko va faire du cadeau à des militaires qui, bizarrement, injustifiés, ont fait des coups d'État, et on demande au président Embalo d'être tendre, d'être... Moi, je ne sais pas à quel moment il a péché, mais ce qu'il dit est exact. Moi, sans rentrer dans ces dérapages quand même, ça arrive à tout un chacun. Mais le contexte... Il dit qu'il ne prend pas l'exemple du président Faure. Lui ne parle pas, il n'a pas de dérapage. Oui, mais le président Faure ne parle pas, mais il travaille. Mais il travaille... lui aussi peut se faire et travailler. Sa stratégie, ouais. de mener. Maintenant, vous avez... lui, c'est un militaire qui est arrivé au pouvoir, et c'est ses collègues qui sont en train de perpétrer des coups d'État. Il ne va pas être tendre avec eux. Et surtout, le contexte guinéen, celui-là qui a fait un coup d'État, dans sa vision, dans la lecture de tout le monde, Oumarou Sissoko, c'est que... Il n'est pas fils Doumbouya n'est pas venu pour partir. Est-ce qu'il faut être tendre avec un monsieur qui n'est pas venu pour partir? On dit, ok, vous avez fait un coup d'État sous prétexte que c'est le peuple guinéen qui vous a fait appel dans certaines conditions. Dites-nous, quelle est la date de votre transition? En coulisses, on s'est entendu. Mais vous ne vous prononcez pas. Lui, en tant que président de la CEDEAO, il devait quand même il le dit parce qu'il a eu à discuter avec vous. Voilà, à l'opinion internationale et tout le monde sur les discussions commencent à avancer. Mais je ne vois pas à quel moment il a dérapé. Les discussions qui sont sorties, c'est à lui de mettre ça actif. Non, voilà, nous avons rencontré nos frères. Selon les discussions, il y a un truc de 2 ans. Le président Thomas Bouvier Yahi était là. Voilà. Mais Doumbouya a choisi de jouer au jeu, de ne pas se prononcer, de rester silencieux. Et voilà, et aujourd'hui, il y a un de ces lieutenants qui sort pour traiter Oumarou Sissoko d'amuseur public, de guignol et tout ça. Et leur réaction même démontre que les putschistes guinéens ne sont pas venus pour partir. Et ils vont rester en jouant au dilatoire. Mais est-ce que nous sommes dans l'espace CEDEAO? On va permettre ces genres de trucs à des militaires et comme ça ils viennent faire un coup d'État? Je pense qu'Embalo est dans son rôle. C'est des gens avec qui il ne faut pas être tendre. Alors, Louis Kamako, un dernier mot en 1 minute sur le président Oumarou Sissoko Embalo en file au Togo. C'est-à-dire que moi, autant je condamne les propos ou bien les sorties tapageuses, les sorties en guillemets tapageuses du président Embalo, autant je condamne le laïcisme et la désinvolture de la CEDEAO. Parce que le problème, on l'a dit, la CEDEAO a pu prendre le sujet à bras le corps depuis. On n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que le problème, ça se pose. Même le moment quand la CEDEAO agit, Louis Kamako, on la critique. On le critique. Si elle ne parle pas trop, on dit qu'elle aurait pu prendre le problème à bras le corps. Non, mais qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Il faut que l'institution sous-régionale agisse au bon moment. Il ne faut pas que la CEDEAO intervienne en sapeur-pompier. On ne veut pas de médecine après la mort. Ok, je comprends. Vous voulez retourner en arrière. Voilà, c'est la question du mandat de plus. Du mandat, il aurait pu tabler totalement, il aurait pu la CEDEAO aurait pu taper du envoyer des militaires. Non, pas forcément arrêter. Il y a des tests de la CEDEAO qui justement sanctionnent des présidents, récalcitrants. Est-ce que vous voyez? D'ailleurs, qu'il ne faut pas que les gens nous brandissent à chaque moment cet argument selon lequel il y a la non-existence de la CEDEAO. Non, mais c'est pas... Peu importe ce qu'on dit en démocratie, la légalité et la légitimité vont de pair. Quelqu'un l'a dit,
que Alpha Condé a été au pouvoir juste parce que la constitution a été modifiée, et donc ça, il parle de la légalité. Mais est-ce que ce coup d'État, est-ce que ce troisième mandat était légitime? C'est la question. C'est pas légitime. Non, mais c'est pas légitime parce que le référendum est constitutionnel ou pas? Je n'en disconviens pas. Et tout ça, c'est légal. Ou bien tout cela est légal. Le référendum, il est légal. Le référendum, il est constitutionnel. Mais au-delà, est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de perdurer au pouvoir? Est-ce que cela profite? Est-ce qu'on doit mourir au pouvoir? Voilà. La question est à ce niveau. Malheureusement, c'est ça le débat. La question sur si cet on angle. peut rester au pouvoir et tout. Moi, je ne vois pas. Aujourd'hui, tout le monde est unanime. Et je crois que même ici, le président même Nassingbe l'a reconnu, que pour que la démocratie perdure en Afrique, il faut nécessairement qu'on limite les mandats à 2 ou à 3. Est-ce qu'il a dit ou pas? Est-ce que le président Faure Gnassingbé l'a dit ou pas? La limitation des mandats. Non, ça veut dire parce que le président a senti que c'est ça la source des problèmes. Exactement, c'est-à-dire que le troisième mandat, aujourd'hui tout le monde se sent à même de présider une nation. Tout le monde se dit qu'il est l'homme de la situation. Et donc dans ces conditions-là, limiter les mandats pour donner l'opportunité à chacun de venir nous montrer de quoi il est capable. Allez, on comprend la position des uns et des autres. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse du débat. On va finalement clôturer avec le Togo. 26 septembre prochain, c'est la rentrée scolaire. Est-ce que cette rentrée scolaire est tranquille avec la grève des enseignants? Finalement, qu'est-ce que le gouvernement dit de ces enseignants? Les élèves sont-ils prêts? Les enseignants et j'allais dire des parents ont-ils les moyens nécessaires pour assurer la rentrée à leurs enfants? On va poser la question à vous, nos chers invités, Georges Hérault, Dominique Lacmon, Émile Kamako. On commence par vous. En politique de clé, c'est tranquille finalement, c'est le lundi 26 septembre. Exactement. On ne peut pas répondre à cette question sans convoquer un certain nombre de choses dans le passé. Et heureusement, l'année c'était bien terminé. L'année scolaire, bien sûr. Sur une note de satisfaction avec le bilan que le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques de l'artisanat avait fait au Conseil des ministres à partir des résultats de CPD jusqu'au bac 2 et en passant par des examens professionnels, bien sûr, les CAP, etc., les CFA, que sais-je encore, qui a permis de voir que les acteurs de l'enseignement ont finalement allé au-delà des actions partisanes et pour pouvoir bien terminer l'année. Et je pouvais dire aussi que partant de là, ils se sont donné des engagements à consolider ces acquis et continuer les réformes et les actions pour pouvoir véritablement amener l'éducation à devenir une éducation de la République à travers des actions concrètes et des actions réalistes pour pouvoir permettre au monde éducatif de mener à bien chaque année, puisque comme nous le savons, les années passées, chaque année, la rentrée n'est pas toujours tranquille, d'où même cette question de savoir si la rentrée est tranquille. Aujourd'hui, je pense que on peut répondre à cette question d'une manière à ne pas bouleverser un certain nombre d'ordres, étant donné que quand vous prenez la rentrée qui s'est annoncée avec les 10 mesures du chef de l'État, qui permet, à partir de ces mesures, qui permet quand même un temps soit peu d'augmenter le panier de la ménagère, de permettre aux parents d'élèves d'avoir des transferts d'argent directs sur leur compte pour pouvoir gérer la rentrée. Donc vous avez répondu à ma question. Les parents ont les moyens maintenant. Cette sortie du ministre du Commerce qui sur le plan pour recadrer le prix des articles scolaires. Et je pense que tous ces panoplies de
d'action convergent vers une rentrée tranquille. Et je pourrais aussi dire aussi que vous devez savoir que depuis la semaine passée, je crois, ou bien cette semaine, il y avait même la proclamation de résultats de concours de l'enseignement qui a fait recruter plus de 3000, je crois, enseignants dans la fonction enseignante. À la place de ceux qui veulent être récalcitrants ou quoi, Georges? Non, non, le concours a été lancé depuis avant la grève. Oui, parce que ça a été annoncé. Et je voudrais aussi profiter pour dire que l'une des revendications des enseignants, c'est de faire en sorte qu'on puisse recruter les enseignants volontaires pour passer de l'enseignement volontaire et devenir l'enseignant. Et c'est ce qui est fait, vous le dites. Vous allez noter, et moi personnellement, l'observation que j'ai faite, il y a beaucoup de EV, comme ils aiment l'appeler, et EV qui ont reçu à ce concours. Et je pense que de pas à pas, l'enseignement ou bien le monde éducatif tend vers un monde très apaisé et tranquille pour les acteurs et nous en réjouissons. Un monde porté par le professeur Dodi Kokoroko, le ministre. Alors, même question à vous, Louis Kabako. On a vu la sortie, comme il a souligné, du ministre Adédié sur le plafonnement des prix des articles scolaires. Il a parlé des mesures prises par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Alors, les parents ont donc les moyens. Et puis les élèves qui sont contents de retrouver les classes, tout est tranquille. Oui, les élèves sont contents de retrouver les classes, ça c'est un fait. Mais je pense que le sujet en soi, je pense qu'il est profond. La rentrée scolaire tranquille. Je le dis, c'est profond parce que si on revisite un peu l'histoire et si on essaie de questionner la manière dont les rentrées scolaires ont eu lieu ces dernières années dans notre pays, je pense que on peut dire sans se tromper, en fait, sous réserve des velléités des organisations syndicales, que la rentrée prochaine, la rentrée du 26 septembre 2022 s'annonce, ou bien nous tendons vers une rentrée scolaire très facile, très calme, parce que jusque-là, aucune organisation syndicale n'est sortie, n'a posé de revendications et tout, parce que la plupart de leurs revendications ont été prises en compte l'année dernière par le gouvernement, grâce justement à ce ministre-là, le professeur Dodi Kokoroko, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc je pense que ça dit, il faut aller palier par palier. Du côté du ministère, on peut dire qu'il y a des réformes qui sont faites ici et là, des efforts qui sont consentis pour mettre les enseignants dans de bonnes conditions, pour permettre aux élèves d'étudier également dans de bonnes conditions. À l'époque, ou bien à la veille de la rentrée scolaire de la rentrée scolaire 2021-2022, on avait annoncé le recrutement de 2250 enseignants, la formation des inspecteurs, la construction des salles de classe. Et aujourd'hui, à la veille de la rentrée, le gouvernement a proclamé le résultat des enseignants qui ont postulé pour le concours. 3000 enseignants ont été recrutés. Je pense que les 2250 qui ont été annoncés, c'est dans une période de 5 ans. Aujourd'hui, le ministre en charge du secteur est en train de faire des efforts justement pour pallier, pour combler en fait le manque de personnel là. Et donc les élèves seront suffisamment encadrés. Ils seront plus de 3 millions justement à reprendre les chemins de l'école. Donc je peux vous assurer que du côté du ministère, il y a des efforts qui sont faits. Même si ces efforts-là ne sont pas contenus dans un bréviaire, dans un livre sur lequel on peut tabler ou bien qu'on peut décortiquer ici tout de suite, parce qu'il va falloir que vous alliez les chercher vous-même pour savoir qu'il y a effectivement des choses qui se font. Et ça, c'est justement à mettre à l'actif du ministère du professeur Dodi Kokoroko. Ça veut dire qu'à son niveau, tout va bien. À son niveau, tout va bien. Maintenant, du côté du gouvernement, c'est vrai que vous avez dit qu'il y a l'augmentation de la valeur indiciaire de 10%.
il y a un transfert de 10 000 francs qui sera justement accordé aux parents d'élèves, mais pas à tous les parents d'élèves. Parce qu'on a écouté le ministre de la fonction publique, Gilbert Bahara, qui est revenu sur le sujet et il nous a clarifié qu'en réalité, les 10 000 francs en question ne concernent que les élèves du secteur public. Aujourd'hui, le problème auquel nous faisons face, c'est la vie chère. Et quand on parle de la vie chère aujourd'hui, personne n'est épargné. Maintenant, quand on parle aujourd'hui des élèves qui fréquentent le secteur public, je pense que le problème demeure. Parce que ni moi, ni vous, si on voit les 10 mesures du chef de l'État, aujourd'hui, c'est vrai que ça ne concerne plus que les fonctionnaires. Nous ne sommes pas dans la fonction publique et moi je ne vois ou bien je ne me vois pas en fait dans ces mesures-là, alors que je suis citoyen et je fais partie de ceux-là. La rentrée n'est pas tranquille pour vous? La rentrée n'est pas tranquille pour moi, mon niveau. Je dois payer les fournitures moi aussi. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qu'on dit aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que la question, il va falloir qu'on le prenne palier par palier. Du côté du ministre ça, c'est au niveau du ministre de la fonction publique. Ouais, le ministre des enseignements primaires et secondaires, il a fait ce qu'il faut pour que la rentrée soit tranquille. Les enseignants ont été recrutés. Le gouvernement a essayé de reformer tout petit peu certains curricula. On ne va plus aller dans le citasisme, on ne va plus former les élèves, on ne va plus aller à l'école parce qu'il faut aller à l'école. Aujourd'hui, il y a des améliorations, il y a ce débat sur la Deuxième Guerre mondiale qui a été lancé en temps. Le programme n'est pas suspendu. On va essayer de l'améliorer tout petit peu pour le réadapter au contexte actuel. Je pense que ce sont des efforts. Maintenant, est-ce que les parents sont prêts? Je ne pense pas que les parents sont prêts. Parce que beaucoup continuent par crier le haro sur le baudet, beaucoup continuent surtout sous le poids de la vie chère. Le communiqué que le gouvernement a sorti, je ne pense pas que ça va résoudre le problème. Parce que nous sommes dans un pays où la parole de l'autorité ne vaut plus presque rien. Et quand on prend des mesures du genre, il n'y a pas de suivi, vous voulez dire. Même le plafonnement, les gens en ont parlé dans la semaine. Le plafonnement des acquis scolaires. Est-ce que ça va être suivi? Est-ce que ça va être suivi? Et je pense que ça va être non, parce que le stock, les gens ont déjà acheté leurs articles avant que le gouvernement ne fasse sortir sa décision. Et là, aucune mesure n'a été prise à ce niveau-là. Est-ce que les articles ont été achetés avant que avec le communiqué du gouvernement sorte? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises à ce niveau-là? Non. Donc je pense que j'ai l'impression de dire que j'ai juste une parole jetée dans la mer. Et on verra ce que ça va donner. Mais à mon niveau, je peux vous assurer que du côté du ministère, les choses ont été mises au clair pour une rentrée paisible, mais les parents, je pense que les parents ne sont pas prêts pour cette rentrée-là. Alors Dominique Lacmon, même question à vous. Tout est prêt, tout est tranquille. Vous avez aussi quelques zones à souligner? Ah oui, comme ils l'ont dit, on dirait on est tous unanimes que les choses quand même vont de bien. Par rapport aux années précédentes. Oui, on avance vers le meilleur. C'est grâce parce que, comme l'a dit Luc, tout le monde reconnaît le travail de Kokoroko à la tête de ce ministère. Lui, c'est un vrai artisan de l'éducation. Il l'a démontré également avec l'université aujourd'hui qui ressemble vraiment à une université. Donc, je pense qu'il est dans ce élan. À assainir. Et vous voyez ces arrêtés et tout, c'est pour assainir le secteur de l'éducation. Il est arrivé à apaiser ce secteur qui était entre-temps un secteur très bouleversé, non seulement à satisfaire les revendications des enseignants, il fait quand même des innovations à la tête de ce ministère. Et tout ça, c'est parce que c'est grâce à un président qui l'écoute. Parce que tu dois amener ton projet, le justifier et démontrer comment tu peux faire un travail. Donc, et à un chef qui l'écoute et qui lui fait confiance. Donc, dire qu'on a une rentrée tranquille, oui, on peut l'affirmer, mais je ne sais pas pourquoi l'autre se met des réserves d'avoir la gratuité. La gratuité de l'école, du préscolaire jusqu'au lycée. Donc les parents n'auront plus à trop souffrir, à penser à l'écolage. Et totalement totalement gratuite, c'est-à-dire l'inscription est gratuite, et même pas des frais d'inscription aux examens, c'est aussi
gratuite. Donc, je pense que si on veut vraiment faire cette comparaison de cette rentrée prochaine avec les autres rentrées, on doit s'affirmer que c'est une meilleure rentrée. Et surtout, qu'elle est tranquille. Elle est tranquille parce qu'avec les mesures que le gouvernement vient de prendre, vient quand même ajouter quelque chose. On pouvait, mais ce n'était pas quand même... C'est un truc de plus que le gouvernement a apporté. On pouvait laisser et c'est là-bas aller voir comment les gens allaient se comporter avec cette vie chère qui sévit dans le monde entier. On a quand même su faire quelque chose pour accompagner les parents d'élèves. Je pense que quand même tout le monde peut l'affirmer que cette rentrée est apaisée, elle est tranquille. Et grâce aux efforts du gouvernement, alors, le chef de l'État. On a encore 3 minutes. Je vous donne 45 secondes pour peut-être apporter encore quelque chose. Lui, 30, parce que c'est le petit frère. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord. En fait, pour parler toujours de la rentrée scolaire, je pense que le débat est clos. Hein. Même les réserves de lui. Non, en fait, en mettant les réserves, j'ai compris. Ouais. Il parle du secteur privé. Ça dit que ceux qui vont à l'école privée, on estime que pour envoyer son enfant à l'école française, par exemple, c'est que vous avez suffisamment de moyens pour l'envoyer là-bas. Mais sauf qu'il y a un certain nombre d'exceptions. Il y a certains, parce qu'ils n'ont pas trouvé de place dans les écoles publiques, qu'ils envoient leurs enfants à l'école privée. C'est pas parce qu'ils ont des moyens. Donc, du coup, je pense que le gouvernement saura mettre un certain nombre de mesures en place pour pouvoir soulager ceux qui sont aussi dans ces cas-là. Je pense que gouverner un pays, c'est l'arbitrage. Hein. Il y a des moyens très limités, alors que le besoin est illimité. Et aujourd'hui, on ne peut pas satisfaire tout le monde au même moment. Mais je pense progressivement, ils prendront en compte un certain nombre de choses. C'est pour cela qu'au niveau de l'enseignement, même les autorités le disent, il faut un dialogue permanent et permettre de dire sur ce plateau que les contentieux ou bien les divergences au niveau du monde éducatif ne doivent pas se gérer d'une manière violente. C'est que les enseignants doivent comprendre, les syndicats sont là pour aller où? Au dialogue. Les grèves, oui, mais c'est à l'extrême. C'est lorsque on n'a pas d'autres moyens qu'on fait des grèves. Alors, Lucas Bako, dernier mot sur cette rentrée tranquille, on l'a reconnu ensemble. Oui, mais ce que je dis, c'est que moi, je ne souhaite pas que les événements de l'année précédente, en fait, dédaignent sur les efforts du gouvernement. Parce que je le dis, quoi qu'on dise, il y a encore des enseignants qui sont en prison. Des enseignants emprisonnés juste parce qu'ils avaient manifesté justement leur mécontentement l'année dernière. Et donc des enseignements il faut les libérer. Il faut justement les libérer au nom de la paix. Au nom de la paix. Je ne suis pas en train de faire un outrage à la magistrature, bien sûr. Mais au nom de la paix, je pense qu'il faut le libérer. C'est une analyse, il faut le libérer parce que ce sont des enseignants, ce sont des parents d'élèves aussi, leurs enfants aussi ont besoin d'eux en cette période de rentrée. Il va falloir qu'on les libère pour donner justement une chance en fait au système éducatif d'évoluer. Alors, Dominique Lacbon, le mouvement Foi à la force du Togo, il va bien? Ah oui, le mouvement Foi à la force du Togo va très bien. Il soutient les efforts du gouvernement. Oui, comme tu l'as su dire, nous sommes aussi dans cet élan d'accompagner, de sensibiliser, de former également. Donc, la rentrée serait très bonne pour les élèves, les parents. Voilà. Et nous avons quand même beaucoup de choses, des projets à réaliser. On reviendra sans doute. Et que lui aussi qui supporte ou bien qui soutient, soutient le gouvernement pour tous ces efforts. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Georges Eau, homme politique du cercle des leaders
émergent. On espère que le parti va bien. Merci également à l'homme de Togo, Bekenos, il est le rédacteur en chef, Louis Kamako. Merci aussi à notre ami Dominique Lacmont, et le porte-parole et le secrétaire général du mouvement Force à la foi du Togo et analyste du Togo, foi à la force du Togo. Voilà. Allez, merci également à vous. On est toujours ensemble. À très vite.